va plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. À la cabine technique, Patrick Adossou, devant ce micro, Eric Gangan, auditrice et auditeur du Radio La Lumière, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle reçoit pour vous Dr Sylvain Vissé, maître de conférence à l'université d'Abomey-Calavi et enseignant-chercheur au département de géographie et de l'aménagement du territoire à l'université d'Abomey-Calavi. Dr Sylvain Vissé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs du Radio La Lumière. Le thème de cette émission est bien sûr la décentralisation, le processus de la décentralisation au Bénin. Alors, d'entrée de cette émission, Dr Sylvain Vissé, dites-nous ce que c'est que la décentralisation et la coopération décentralisée. Très bien. En fait, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur cette question. Je ne vais pas me mettre à donner des définitions encyclopédiques. Lorsqu'on dit décentralisation, on est dans un système où l'État décide que toutes les compétences ne soient pas exercées au niveau central. Elle choisit de responsabiliser d'autres niveaux. Dans le cas du Bénin, c'est le niveau communal, où certaines décisions peuvent être prises et certaines actions peuvent être menées dans le cadre défini par la loi. Donc je peux dire que c'est un mode d'organisation du territoire dans lequel des niveaux ont été identifiés en dehors du niveau central pour pouvoir exercer le pouvoir en accompagnement de l'État central. Voilà. Alors, et si on parle de la coopération décentralisée? Oui. En fait, la coopération décentralisée, pardon, c'est quelque chose qui vient parce qu'on est dans le système décentralisé. Vous avez la coopération d'État à État qui se fait, par exemple, la France peut appuyer l'État béninois, mais c'est une opportunité qui est offerte aux communes de nouer des partenariats à l'extérieur du pays. Donc vous voyez, on dit coopération, mais c'est décentralisé parce que c'est les acteurs qui sont en première ligne ici, ce sont les communes. Donc ce n'est pas la coopération classique d'État à État, mais c'est l'ensemble des formes de coopération que les communes, par exemple du Bénin, peuvent nouer avec d'autres communes à l'extérieur du pays. Voilà. Je peux dire que c'est l'une des conséquences de la décentralisation. Si ce n'était pas dans un système décentralisé, il serait difficile pour une commune, par exemple, de nouer un accord de partenariat avec l'extérieur, avec une commune de l'extérieur. Alors, merci beaucoup à vous. Rapidement, pouvez-vous nous faire une brève historique sur l'avènement de la décentralisation au Bénin? Je ne vais pas remonter très loin. Je vais partir de la conférence nationale. Vous savez que cette rencontre a été quelque chose de décisif par rapport à l'ensemble des secteurs de la vie socio-économique du Bénin. Et donc, à l'issue de cette conférence, il a été retenu que l'État seul ne soit plus en charge de l'ensemble des problèmes, disons, des besoins des ménages. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque, par exemple, il y a une inondation dans une commune comme Bonou, il revenait, par exemple, à l'État central d'identifier les actions menées pour venir en aide aux sinistrés. Donc, on a estimé que ce mode de fonctionnement n'était pas suffisamment efficace et que cela ne permet pas de cibler les vrais problèmes. Et donc, on a décidé que l'administration soit non seulement déconcentrée, mais également décentralisée. Alors, il y a eu des hésitations, je peux parfois parler d'errement, mais le processus a pris corps, je dirais, en 2002. Disons qu'il y a d'abord une sorte de ping-pong entre l'exécutif alors et l'Assemblée nationale à travers les différentes lois qui ont mis du temps à être votées et promulguées. Mais le processus a pris corps en 2002 avec l'organisation des toutes premières élections communales et cela a permis de mettre en place ce qu'on appelle les organes de gouvernance au niveau local, déjà en 2003. Et nous sommes par exemple dans la troisième mandature, une première mandature qui a pris fin en 2008, après une deuxième mandature, et nous sommes dans la troisième mandature qui est supposée prendre fin en mai prochain. Alors, merci beaucoup à vous. Alors, selon vous, quels sont les enjeux qu'offre la décentralisation aux communes béninoises? Je parlais plutôt d'avantages. En fait, aujourd'hui, on offre l'opportunité aux acteurs locaux d'identifier les besoins des ménages
de s'organiser de façon à ce que ces besoins soient progressivement satisfaits dans le temps. Vous savez, il n'y a pas cet État-là au monde qui dispose de tous les moyens pour régler d'un seul coup les problèmes des ménages. Donc, on fait en sorte que on responsabilise en fait les acteurs locaux pour que tout ne soit, les grandes décisions, certaines décisions puissent être prises au niveau local. Voilà, donc, disons que c'est un grand avantage. Les communes apprennent par exemple, disons les acteurs au niveau local prennent par exemple, apprennent tout ce qui est, je dirais, quand vous prenez les tests par exemple, il y a un article qui dit les communes sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Donc ils apprennent par exemple à élaborer un budget. Vous savez que c'est un exercice souvent délicat, je ne dirais pas difficile mais délicat. Il faut pouvoir identifier au cours d'une année, par exemple, les dépenses à exécuter et en face les sources de revenus qui vont nous permettre justement d'avoir les ressources qui vont nous permettre de faire face à cette dépense-là. Donc, les communes ont la possibilité aujourd'hui de s'exercer à ce pouvoir qui, au départ, tout était, je dirais, géré au niveau central. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la démocratie à la base. Vous savez, avant, il n'y avait qu'un seul niveau. Ou bien vous êtes ministre, ou bien vous êtes député, à la limite. Aujourd'hui, on a la possibilité, à défaut d'être élu au niveau de l'Assemblée nationale, l'État offre d'autres espaces où vous pouvez apprendre le jeu démocratique. Et ça, c'est quand même une avancée importante en matière de management de l'État, de l'État en général. Voilà. Et maintenant, il y a tout ce qui est maîtrise du droit communal, c'est-à-dire que les communes sont responsabilisées dans l'identification des besoins et que des actions soient planifiées progressivement pour que ces besoins soient satisfaits. Et la loi définit par exemple ce qu'on appelle les compétences. On parlera par exemple de compétences propres, de compétences partagées et de compétences déléguées. En fait, la loi définit un peu les secteurs dans lesquels les communes peuvent intervenir et rendre compte à l'État, les secteurs dans lesquels elles vont travailler avec l'État, on parle de compétences partagées, et les secteurs dans lesquels elles exercent un certain nombre d'activités, mais sous le regard de l'État central représenté par l'autorité de tutelle qu'est le préfet. Voilà. Alors, merci beaucoup. La décentralisation, c'est aussi la gestion du pouvoir à la base. Alors, quels sont les rôles des élus locaux dans un système décentralisé? Les élus locaux ont un rôle fondamental. En fait, au niveau local, on a les élus locaux, on a les services déconcentrés de l'État, on a la société civile, on a les partenaires techniques et financiers qui nous viennent en aide. Mais quand on prend cet ensemble d'acteurs-là, ce sont les élus locaux qui jouent ce qu'on appelle le premier rôle. Ils sont leads, ils apprennent le lead, ils sont devant. C'est à eux que revient la responsabilité première, n'est-ce pas, de pouvoir, puisqu'ils sont supposés connaître justement leur milieu, le territoire dans lequel ils vivent. Et donc, c'est à eux le premier rôle d'identifier ces besoins-là et de jouer un peu le rôle de chef d'orchestre pour que l'ensemble des autres acteurs puissent coordonner les interventions pour que les besoins in fine soient satisfaits. Donc leur responsabilité est importante, que ce soit le maire et ses adjoints, les chefs d'arrondissement, les chefs de village et leurs collaborateurs les plus proches, ils sont en première ligne par rapport à la gestion du pouvoir décentralisé. Alors, merci beaucoup. Puisque nous avons parlé des avantages de la décentralisation, selon vous, quelles sont les conséquences de la décentralisation au Bénin? Bon, je parle peut-être quelques contraintes. Les contraintes, c'est tout ce qui est lié, disons, à l'appropriation des tests. La seule exigence qui est faite aux élus, c'est qu'ils puissent lire et écrire. Or, vous savez très bien que si je fais, par exemple, je fais comme j'aime bien le dire aux étudiants pour les faire un peu sourire, lorsque je fais, par exemple, de brillantes études jusqu'au CM2, je sais lire et écrire, mais ça ne suffit pas pour faire face à certaines, à certaines obligations. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du budget communal. Le budget, c'est une démarche, c'est un outil. Et donc, savoir lire et écrire ne va pas me permettre justement de faire face à cette responsabilité. Donc, il y a la question de l'appropriation des tests. Bon, les tests, je ne dirais pas que les tests sont parfaits, il y a quelques lacunes, mais quand on prend certains articles et
Et quand on regarde la pratique au quotidien, il y a parfois un déphasage entre ce que disent les tests et la pratique. Donc il y a cette contrainte qui est importante. Il y a une contrainte sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est, on dit souvent, l'État a transmis les compétences, mais n'a pas transmis les ressources, transféré les ressources. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, l'État continue d'exercer certaines activités à la part des communes. Et ça, cela n'est pas de nature justement à responsabiliser davantage, à rendre le système performant. Parce qu'on le dit souvent, c'est en apprenant qu'on acquiert l'expérience. Donc, il y a le fait que l'État continue dans certains domaines, continue d'exercer certaines activités qui devraient être exercées par exemple par les communes. Et l'État est supposé, les communes travaillent dans certains secteurs, les communes accompagnent en fait l'État. Et l'État est supposé transférer un certain nombre de ressources aux communes. Et sur cette question, on a toujours quelques difficultés. Et voilà, donc, c'est vrai qu'il y a le FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes, à travers lequel l'État accompagne les communes, mais face à l'immensité des tâches, face à l'immensité des besoins, ce qui est fait aujourd'hui par l'État est largement insuffisant en termes d'appui financier aux communes. Lorsqu'on fait on a fait quelques tests dans certaines communes, la plupart des investissements sont réalisés soit par les partenaires techniques et financiers, bien entendu, avec l'État également. Et donc, la troisième contrainte, c'est la difficulté que les communes ont à mobiliser des ressources propres, c'est-à-dire des ressources à l'intérieur de la commune, pour diverses raisons. Soit parce que les citoyens que nous sommes ne payons pas suffisamment les taxes, ou bien que nous ne les payons pas à temps, soit parce que les taxes qui sont, le potentiel qui est là est mal maîtrisé, et donc on a du mal à avoir des ressources importantes au niveau communal. Ça ne prend réellement compte que lorsque l'État vient en aide et que les partenaires techniques aussi accompagnent le processus. Alors, dites-nous en 30 secondes ce qu'il faut faire face à ces contraintes. Je pense qu'il faut travailler à relire les tests. Il faut travailler à relire les tests et il faut continuer la formation des acteurs pour que progresse. C'est vrai, ça fait déjà 3 mandatures, on peut se dire qu'on a fait du temps, mais puisque ce ne sont pas les mêmes acteurs qui ont commencé le processus jusqu'à aujourd'hui, il y a tout vraiment de nouveaux acteurs. Donc, si j'ai quelque chose à proposer aujourd'hui, c'est qu'on relit les tests pour que les tests soient plus faciles à être appropriés par les acteurs. Ensuite, qu'on accompagne ces acteurs-là à travers les rapports de capacité pour que ces tests-là soient compris et mieux exercés. Ensuite, et enfin, c'est que la volonté politique cette fois-ci soit claire et nette, que les ressources soient mises à disposition des communes pour qu'elles puissent exercer pleinement les compétences qui leur sont dévolues. Alors, merci beaucoup à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est de faire en sorte que, en 15 secondes, c'est d'inviter les acteurs au niveau local à s'organiser pour que plus jamais on ne fasse pas 2, 3 pas en avant et 4 et 5 pas en arrière. Pour que plus jamais on ne système centralisé. Et pour qu'on n'en arrive pas là, la responsabilité des acteurs au niveau local est entière. Parce que si on fait le bilan à un moment donné, qu'on se rend compte que ce processus n'a pas apporté grand-chose au développement du pays, l'État est tout à fait fondé à dire, écoutez, je reviens sur l'ancien système qui est le système centralisé. Et donc j'invite les acteurs au niveau local à s'organiser pour que l'État n'en arrive pas à une telle décision. Voilà. Merci beaucoup à vous. Auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Dr Sylvain Fissot. Il est maître de conférence et également enseignant-chercheur au département de géographie et de l'aménagement du territoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il est venu nous parler du processus de la décentralisation au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.